Oui, je pense que de l'intérieur, c'est apprécié comme à l'extérieur. La preuve, c'est qu'il y a eu une participation importante, plus de 70% des électeurs ont participé et que M. Rouhani a battu son score précédent, puisque c'est la deuxième fois qu'il se présente, il a eu 57% des voix. Ceci étant, il ne faut pas croire que le système iranien, c'est vraiment une démocratie où il y a des élections libres et équitables comme on en voit en Occident. C'est une démocratie adaptée au système de la République islamique, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas être candidat. Les candidats doivent être choisis par une instance de 12 personnes qui s'appelle le Conseil des gardiens, qui est un peu le goulot d'étranglement de la démocratie, puisque ce sont des candidats qui sont favorables au régime, qui sont liés au régime, qui sont choisis et qui ne peuvent pas venir d'autres courants politiques non islamistes. Ce sont tous des islamistes et comme vous l'avez vu à cette élection, c'était les deux candidats étaient les deux clercs. Cependant, il y a un système factionnel en Iran et ces factions ont des visions un peu différentes de l'exécution de la politique iranienne. Et généralement, quand il y a un candidat réformateur ou modéré, il recueille souvent la majorité des fois, que ce soit à l'élection présidentielle, parlementaire ou même aux élections locales et régionales. Dans cette perspective, il y a vraiment un enjeu. Et c'est cet enjeu qui fait que les gens vont voter. Et ils savent très bien qu'ils ne vont pas changer le système, puisque les gens sont du système, mais ils choisissent toujours le moins mauvais, celui qui leur convient le mieux. Et il semble que la majorité des citoyens iraniens aujourd'hui sont favorables à une certaine ouverture, à une certaine modération. C'est ce qu'incarne M. Rouhani. C'est pour ça qu'il a été élu. Encore une fois, nous sommes peut-être en démocratie, mais c'est une démocratie qui est très contrôlée et qui ne peut pas être comparée à une démocratie libérale, pluraliste, telle qu'on connaît par exemple en Occident. Oui, vous avez raison, c'est un échec globalement, sauf l'exception tunisienne, qui est d'ailleurs une exception fragile. On ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous réserve. Ceci étant, le printemps arabe ne met pas un terme à cette recherche, cette demande de démocratie qui existe dans ces sociétés qui se sont révélées justement à cause du printemps arabe. Ce printemps arabe a montré qu'il y a une société civile, qu'il y a des revendications surtout des nouvelles générations, etc. Même si dans certains pays aujourd'hui le système est redevenu autoritaire ou bien il y a la guerre, etc. Ceci étant, ce printemps arabe a démontré que les autocrates arabes qui régnaient depuis plusieurs décennies souvent dans chaque pays ne sont pas immuables, qu'ils ont une certaine fragilité et que si ça n'a pas marché cette fois, peut-être dans une autre occasion, dans quelques années, ça pourra mieux fonctionner. Donc la demande démocratique n'a pas disparu et l'espoir non plus. Oui, c'est très intéressant parce que la démocratie turque a été souvent présentée comme un modèle, d'ailleurs, surtout durant le printemps arabe. Et ensuite, il y a eu la montée en puissance de M. Erdogan. Il y a un glissement important vers l'autoritarisme en Turquie, même la personnalisation du pouvoir, le maintien du pouvoir entre les mains d'une seule personnalité, ce qui avait rarement été le cas en Turquie. Mais néanmoins, malgré toutes les critiques, juste d'ailleurs, qu'on fait à M. Erdogan par rapport aux libertés, par rapport à la liberté de la presse, etc., par rapport à non-respect des règles démocratiques. En même temps, on ne peut pas dire que la Turquie est entrée de plein pied dans la dictature, puisqu'une opposition existe. Cette opposition peut s'organiser et même mener des manifestations impressionnantes comme celui que vous avez mentionné. Donc, on est encore à quelques
pas quand même de la dictature. Et il y a deux possibilités. C'est soit ce glissement continue et on ira vers la dictature, soit elle se ralentit et progressivement la Turquie retrouve le jeu politique entre les divers partis qui ont depuis des années marqué la vie politique de ce grand pays du Moyen-Orient. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, même à l'époque d'Atatürk, le fondateur de la République turque, malgré le programme de modernisation, ça avait été resté un régime quand même très autoritaire. C'était une modernisation par en haut et non pas par le bas. Aujourd'hui, le modèle Atatürk est épuisé et le contexte régional et international ne s'y prête plus. Donc, il est, à mon avis, difficile de retourner à un système à la Mustafa Kemal, comme cela a existé dans la période d'entre-deux-guerres. Mais néanmoins, il est inquiétant de voir qu'un pays qui avait quand même mis en avant sa laïcité, aujourd'hui est dominé par une classe politique qui est très liée aux religieux, qui se disent des conservateurs, mais qui en fait sont des islamistes plus ou moins modérés.